Salut les sportifs, c'est Armano. Avant de lancer cet épisode, je tenais à m'excuser, vous l'entendrez, le jour de l'enregistrement, ma voix n'était pas des plus claires. Et puis, il y a eu un petit souci avec la qualité d'enregistrement de la piste, mais l'important, c'est de toute façon le contenu et ce que notre invité du jour a à vous raconter. Alors j'espère que vous apprécierez énormément, autant que nous avons apprécié à enregistrer cet épisode, d'autant que c'était le dernier enregistrement avec Olivier. Alors n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, nous faire un petit coucou, nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout dire au revoir à Olivier qui reviendra de temps en temps mais plus de manière régulière sur le podcast. Allez, ça suffit pour aujourd'hui, je vous laisse avec ce nouvel épisode et avec notre invité du jour. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir comme d'habitude sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cette interview, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le plus grand des hasards dans un vol entre la France et le Luxembourg. Lui allait se rendre sur une énième course. Moi, j'allais marier ma fille. Je veux parler de Eddy Kern. Salut Eddy. Oui, bonjour Armano, bonjour Olivier. Bon, Eddy, pardon. Eddy, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va pouvoir revenir sur ton histoire, sur ta vie de triathlète. Et puis quand on a eu l'occasion d'échanger à l'aéroport de Luxembourg, quand on s'est croisés à l'aller et au retour de nos voyages respectifs, j'en ai appris un petit peu plus sur toi, notamment que tu étais pas uniquement un triathlète, mais un sportif émérite depuis de nombreuses années. À ce micro, on a reçu certains fondateurs, certains initiateurs du triathlon en France. Je pense à Georges Bellobre, je pense à Yves Cordier, je pense aussi à Frédéric Van Lierde qui a gagné l'Ironman d'Hawaï en 2013. Toi, tu as connu tous ces gens-là, tu as couru avec eux, on va pouvoir revenir là-dessus. Mais ce que je te propose déjà pour commencer, c'est de te présenter. Dis-nous tout, qui est Eddy Kern ? Écoute, Eddy Kern, c'est avant tout maintenant un vieux bonhomme puisque j'ai 65 ans. Eddy Kern, ça a été le triathlon des premières années, 1985, mais ça n'a pas été qu'un triathlète. En fait, j'étais cycliste, cyclocrossman. J'ai fait des choses aussi bizarres que ça puisse paraître, du ski nautique de vitesse derrière des offshore. J'ai fait une tonne de sport. J'ai fait à l'époque du karaté, à l'époque de Bruce Lee avec Gilbert Grus, un des meilleurs karatékas français, ceinture noire, je crois, 7e dan, quelque chose comme ça. Et puis surtout, effectivement, j'étais nageur, bien évidemment, mais surtout le triathlon en 1985 qui m'a happé et où j'ai, comme tu dis, connu Georges Bellobre, Yves Cordier, Serge Lecric, Frédéric Pevion et tous les grands triathlètes qui sont américains, qui sont Mark Allen, Dave Scott, Scott Molina, Julie Moss, Sarah Springen, enfin tous ces gens-là, quoi. Je dirais pas que c'était une très belle époque parce que l'époque de maintenant est très jolie, très belle, mais c'était une autre époque. Ouais, et tout ça en ayant aussi un emploi, parce que tu n'étais pas sportif professionnel, tu vivais pas de ton sport. Ouais, c'est ça. Non. J'avais un emploi. Enfin, j'ai eu une multitude d'emplois parce que je détestais rester plusieurs années dans le même emploi. Donc, j'ai effectivement changé assez souvent. Et après, j'ai eu une période où je n'ai fait que du triathlon, quoi. Cette période, j'ai eu une période de coupure aussi où je suis parti beaucoup au Népal. J'allais courir au Népal, j'ai fait une course qui était assez longue, qui s'appelait Himal Race, qui était une course de 1200 km entre Annapurna Base Camp et Everest Base Camp. Et puis de là, je suis reparti au Népal chaque année ou 2 fois par an parce que c'est un lieu où j'aime vivre. Et puis ensuite, j'ai arrêté un petit peu tous ces trails et pour replonger dans le triathlon, je crois en 1980, 91, c'était la date du record.
dans les années 2000, je crois. Et en fait, j'ai replongé au triathlon avec une épreuve qui s'appelait le Norseman, en fait. L'épreuve aussi, on a reçu quelques finishers, que ce soit hommes et femmes du Norseman. Je sais pas si tu as remarqué dans notre visio, quand tu as commencé à parler du Népal, déjà au début quand tu as parlé de cyclocross, et puis après quand tu as parlé du Népal, les yeux d'Olivier se sont mis un petit peu à briller. Donc pour la petite histoire, on a reçu aussi sur ce podcast son papa, Xavier de Scooter, qui lui a fait le Népal mais en vélo. Et à la base, Olivier est cycliste. Et cyclocrossman aussi, donc vous avez pas mal de points communs, hein. Olivier, ça te dirait de finir un peu comme Eddy à 65 piges, aussi frais, aussi joyeux, aussi sportif? Ah bah j'espère bien, c'est le but. Ouais, alors pour parler du cyclocross, bien sûr, je faisais beaucoup de cyclocross au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, parce que c'est la région, hein. Ouais, d'abord c'est la région, puis en plus il y avait la possibilité de gagner un petit peu d'argent, donc c'était plutôt sympa. Et puis concernant le Népal, ouais, c'est 20 ans que j'y vais. Je suis allé 8 fois sur l'Everest, alors pas le sommet bien évidemment parce que ça coûtait beaucoup trop cher pour monter, pour faire un sommet, mais j'aime beaucoup la région du Solo-Khumbu. Ton papa, il a traversé le Népal, doit connaître. Le Solo-Khumbu, c'est plutôt minéral, hein, que les Annapurna, c'est plutôt végétal, et moi je me sens bien dans le minéral, quoi. Bon, on a compris, donc tu parlais de Luxembourg, de Belgique, tu as vécu aussi au nord-est de la France, maintenant tu as bougé un petit peu. En fait, maintenant on t'appellerait un slasher, c'est-à-dire que tu fais un petit peu de tout au niveau du boulot, tu fais un petit peu de tout au niveau du sport, tu fais un petit peu de tout au niveau des endroits où tu vis, et puis t'as la banane, t'as l'air heureux. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai vécu un petit peu partout. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu un petit peu partout en France. Et puis je suis venu ici en Haute-Ariège, la terre de mes parents qui sont décédés maintenant. Donc je sais pas réellement pourquoi je suis revenu ici, puisque j'ai travaillé longtemps, pendant plus de 20 ans à Paris en tant que responsable d'un établissement balnéaire. Et puis c'est ici en fait, c'est ici que je me sens bien parce que je suis là, j'habite moi dans la montagne, hein, sur la route d'Andorre. Donc, ouais, je m'y sens bien. Il y a l'Ariège, il y a de l'eau, il y a la montagne. Et ça me fait penser un petit peu. J'ai essayé d'écrire un ouvrage qui s'appelle L'hippocampe des montagnes. Et parce que l'hippocampe, puisque j'étais maître nageur de formation, et puis l'hippocampe, c'est le cheval. Et au Népal, les chevaux du vent, ça représente quelque chose. Et donc, ouais, je me sens bien ici. Ça me fait moins loin que le Népal et je suis dans ma montagne, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es moins haut, mais c'est aussi moins loin que le Népal et c'est assez minéral, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est très minéral. Ici, c'est très minéral. Et moi, quand je sors de mon lodge, hein, puisque c'est comme ça que je définis ma petite maison, quand je sors de mon lodge, c'est tout de suite pour grimper sur les cailloux, quoi. Écoute, je te propose de revenir un petit peu en arrière. Tu nous disais que t'as fait beaucoup de sport, tu t'en as essayé beaucoup. C'est quoi pour toi ton premier souvenir de sport? Quand est-ce que tu as commencé véritablement à pratiquer le sport? Ah ben écoute, je crois que j'ai pratiqué le sport la première fois, c'était en Allemagne. Je devais avoir 6 ans, ouais, aux alentours de 6-7 ans. Et mon premier sport, ça a été la natation, parce que figure-toi que j'étais au lac de Friedrichshafen, là-bas en Allemagne, et je marchais, je me souviens, sur une espèce de rambarde en bois. Je suis tombé dans l'eau, je ne savais pas nager. Et ma mère, qui, elle, ne savait pas nager non plus, était sur le bord. Je disparu sous l'eau. Et pour rejoindre ce bord, j'étais sous l'eau, je me souviens, je marchais avec mes mains sous l'eau, puis j'ai réussi à rejoindre la berge comme ça. Et ça a été ma première expérience sportive de natation. Et à partir de cela, eh ben, ça y est, je me suis lancé. Ma mère m'avait inscrit à un club de natation, et puis je me suis mis à faire du sport. Et le deuxième souvenir, c'était un vélo que j'avais eu en cadeau de couleur pourpre violette, et je m'étais mis au cyclisme. Et pareil, j'étais jeune déjà, et ouais, je crois que je faisais déjà du triathlon sans savoir que ça existait. Bon, c'est ce qu'on disait aussi avec Georges Bellobre et avec Yves Cordier. C'est des gens qui ont découvert le triathlon quand il est arrivé en France, mais mine de rien, dans leurs plus jeunes années, déjà quand le tri est arrivé en France, ils étaient déjà plus si jeunes que ça, pour ainsi dire. Et puis quand
en se remémorant leurs jeunes années, c'est ce qu'ils disaient, ils étaient déjà un petit peu nageurs, ils étaient déjà un petit peu coureurs, ils étaient déjà un petit peu cyclistes, et donc ils faisaient déjà un petit peu du triathlon sans le savoir. Et finalement, beaucoup de gamins font un peu de triathlon sans le savoir. Après, il y a ceux qui découvrent véritablement le sport et qui s'y mettent, et maintenant c'est d'autant plus facile, c'est véritablement un sport très populaire. Et puis il y a les gens comme toi qui font partie de la génération de ceux qui ont découvert le triathlon quand il est arrivé en France. Tu te souviens de cette arrivée de ce sport, de cette arrivée officielle du sport du triathlon en France? Comment tu l'as vécu? Eh bien, écoute, moi, j'ai l'impression en fait que j'étais fait pour faire du triathlon sans le savoir. Quand j'ai entendu parler du triathlon, je me suis pas dit c'est un sport pour moi, parce que tout m'attirait, tous les sports m'attiraient, parce que je suis un passionné. Quand je touche quelque chose, je le fais avec passion. Et puis d'un seul coup, on parlait du vélo. Moi, le vélo, un vélo, c'est magnifique. J'ai été vacciné avec un rayon de vélo. Nager, c'était l'eau, et j'ai fait plein de choses. J'étais plongeur pour l'armée, mais je vivais dans l'eau, et la course à pied, c'était courir après les filles. Donc c'était donc, comme on dit, le triathlon. Et quand c'est arrivé en France, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et mon premier triathlon, figure-toi que ça a été le triathlon de Nilvange en Lorraine, et tout de suite j'ai fait Nice en 1985, parce que il fallait que je découvre tous ces gens qui étaient eux des véritables athlètes. Moi, j'étais pas un athlète, j'étais un touche-à-tout, quoi. Attends, ça m'intéresse de savoir ce que tu appelles un vrai athlète, ou en l'occurrence un vrai triathlète, et pas un touche-à-tout. On a coutume de dire quand même que, en tout cas avant, pour être bon dans le triathlon, il fallait pas être bon dans un sport, mais bon dans les trois, et en tout cas mauvais dans aucun des trois. Toi, si je comprends bien, tu étais nageur, tu étais cycliste. Bon, sur la course à pied, tu me dis que tu courais après les filles, mais j'imagine qu'elle devait courir vite, parce que tu devais courir quand même vite et longtemps, surtout quand on connaît ton tout dernier palmarès, mais on y reviendra sur la fin. Donc c'est quoi pour toi un vrai triathlète versus un touche-à-tout? Je crois un vrai triathlète, pour moi, c'était quelqu'un qui avait une alimentation qui était correcte, c'était quelqu'un qui était rigoureux, quelqu'un qui était passionné par une seule chose, en l'occurrence le triathlon. C'était quelqu'un qui avait sans doute un corps de rêve, qui avait des abdos dessinés, des épaules, qui avait tout ça. Moi, j'étais rien de tout ça. J'ai l'impression que j'étais un homme, ou un jeune homme, j'allais dire banal, avec plutôt des poignées d'amour sur le ventre, et voilà, pas grand, 1m69. Pour moi, un triathlète, c'était un mec qui faisait 1m80, 1m84, 85, qui était tanké comme un char d'assaut, quoi. Et j'avais cette image-là du triathlète, le GI avec son poignard à la cheville. J'avais cette image, et moi, je correspondais pas du tout à ça. Plutôt petit gros, j'allais dire. Petit gros, sans plus, quoi. Et sans doute pas énormément confiance en moi à l'époque, quoi. Bon, Nice en 1985, si j'ai bien calculé, tu avais 27 ans. C'est ta première expérience en triathlon? Ouais. Enfin, première vraie expérience après celui de Nilvange. Ouais. Nilvange, c'était un triathlon qui était un peu particulier, parce qu'on nageait dans une piscine. Alors, ils prenaient nos temps, il fallait attendre, et ensuite, il y avait un décalage pour partir à vélo. Ouais, c'était pas vraiment un triathlon. Mon premier vrai triathlon, ça a été Nice. Ouais. Nice, forcément, en version longue distance, donc version longue distance française, 4 km de natation, 120 de vélo et 32 de course à pied, c'est ça? 32 de course à pied, on allait jusque Marina Baie des Anges, là, la siesta, et puis on revenait, ouais. Qu'est-ce que tu as ressorti? D'ailleurs, Nice, j'ai fait 8 fois Nice, hein. Et il y a un Nice où donc je fais troisième. Alors, t'enflamme pas, hein, sur ce que je te raconte, où je fais troisième, et devant Rob Barrel, je crois, ou juste derrière Rob Barrel. Et donc, je suis appelé au podium en tant que troisième. Et en fait,
ce Nice-là, il y avait énormément plu et on faisait dans la course à pied, c'était une espèce de trèfle avec 4 boucles. Et j'avais été dirigé sur une boucle sans avoir fait finalement toutes les boucles. Il m'en manquait une. Et au résultat, j'étais donc troisième à Nice. Mais enfin, ça a été complètement faux. Donc, je suis jamais monté sur le podium. Je suis jamais monté sur la scène parce que je savais très bien que je méritais pas cette place-là. Voilà. Donc, j'étais du niveau de Rob Barrel, ce qui était extraordinaire. Ouais, ça m'a fait ça aussi quelques fois sur des triathlons où, notamment, je me souviens d'Anguin où j'ai fait un demi-tour de vélo sur Anguin. Donc Anguin, à l'époque, il y avait 3 tours. Derrière, Stéphane Poula. Mais bon, lui, c'était son dernier tour. Moi, c'était mon premier. Donc, effectivement, je vois un peu à quoi tu fais référence. Donc, Nice 85, premier triathlon, premier vrai triathlon, premier longue distance. Comment tu te sens une fois que tu passes la ligne de cette première expérience en triathlon ? Moi, je me sens pas très bien en réalité. Je me sens, en fait, j'occulte complètement le fait d'avoir passé la ligne d'arrivée. Je suis plutôt mal en point, plutôt hypoglycémique qu'autre chose. Donc c'est pas véritablement une joie. Et puis je suis pas du genre à exploser ma joie. Je suis jamais content en fait. À peine la ligne d'arrivée passée, je refais le match. Je me dis ouais, t'aurais pu faire ça, t'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. Donc je suis jamais très heureux. J'ai besoin d'un certain temps pour digérer l'épreuve et me dire bon bah écoute, arrête de refaire le match, sois content de ce que tu as fait. Et Nice, la première fois, ça a été ça, avec des peurs, la peur de partir loin du bord de la plage. Tu sais, il y avait une espèce de planche verte à l'époque sur la plage du Rul, et on se mettait sur cette planche-là. Et moi, comme j'étais un flipper, j'étais allé très en avance et j'étais quasiment seul sur cette planche. Et d'un seul coup, arrive à côté de moi, je me souviens de toujours, arrive à côté de moi Mark Allen. Je le regarde avec des yeux, je me dis, putain, Mark Allen qui se met là, à ma gauche. À ma droite se met Dave Scott, ensuite Scott Molina. Et donc, ils étaient à côté de moi parce que, en fait, j'avais pris le bon cap, tu vois, j'avais vu la bouée, on partait à 800 mètres du bord, j'avais vu le meilleur endroit pour partir. Et puis, donc, ces champions-là se mettent à côté de moi. Et je me suis dit, là, ça va quand même bastonner sec. Et ça part. Et je me suis fait, mais c'était la machine à laver. Les mecs qui étaient derrière moi étaient 10 fois meilleurs que moi. Et moi, je descendais. À chaque fois, il m'a appuyé sur les épaules et je descendais vers le fond. Et à Nice, il y a tout de suite un tombant à 10 mètres du bord. Et il y avait tous les plongeurs qui étaient au fond. Et je me souviens, ils étaient assis dans le fond. Il y avait les bulles qui remontaient. Et chaque fois qu'on m'appuyait ses épaules parce qu'on me passait dessus, je descendais voir les plongeurs, je remontais à la surface, je me battais comme un beau diable pour essayer d'avancer. Et bien entendu, tous ces champions étaient partis bien loin, que moi j'étais encore quasiment à 10 mètres du bord, quoi. Bon, moralité, des fois quand on veut prendre le départ, bien se placer, c'est une bonne chose, mais bien se placer aussi par rapport à son niveau, ça peut être pas mal. Bon, maintenant avec les rolling start, c'est différent, mais en mass start, vaut mieux être humble et se placer là où on estime le vouloir. Bon, en l'occurrence, c'était une erreur de débutant, pour ainsi dire, mais ça t'as appris par l'exemple. Ah ouais, c'était vraiment l'erreur de débutant, mais ça a été, sur ce triathlon, ça a été des erreurs en permanence. En cyclisme, tu sais, moi j'adore la descente. Bon, je fais un peu de moto, mais j'adore la descente et je me souviens que dans une descente, j'avais failli shooter. À l'époque, c'était la 5e ou la 5 qui filmait les triathlons et je suis passé, mais à 2 doigts de shooter un caméraman qui avait sa caméra sur le trépied. Enfin, c'était vraiment un truc de folie. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même 37 ans après, tu es toujours là, tu fais toujours du triathlon et tu nous as même dit que tu avais eu une passe où tu avais vécu du triathlon. Donc on va peut-être passer tout ça, enfin on va pas passer toute ta carrière en revue, mais très rapidement. Donc premier Nice, t'es mal en point à l'arrivée. À quel moment, combien de temps il te faut après avoir passé la ligne d'arrivée pour te dire en fait j'étais pas bien, mais j'ai plein de choses à améliorer, j'y retourne, je re-signe. Alors, c'est, tu sais, après une épreuve, j'appelle toujours ça maintenant l'Iron Blues.
parce que ouais, ça va pas bien dans ma tête, parce que je te dis, je refais le match, je suis triste de la place que je fais, pourtant les places n'étaient pas si mauvaises que ça, donc j'ai besoin toujours de 3-4 heures pour m'en sortir. En règle générale, j'essaie de récupérer mon vélo le plus rapidement possible, sortir de tout ce brouhaha. J'ai une espèce de phobie du monde aussi, tu sais, j'aime pas trop, la musique est trop forte, les gens sont trop gais, trop joyeux, et moi j'ai besoin de me retirer pour essayer de me recentrer sur moi-même. Donc ça vient très très vite en fait, au bout de 2-3 heures, ça commence à aller mieux, mais j'ai 3 heures quand même c'est le bad trip, quoi, tu vois, c'est pas terrible. C'est marrant ce que tu dis, Eddy, parce que en général, le blues, ce qu'on connaît comme le blues du marathonien ou le blues du triathlète, c'est plutôt quelque chose qui vient quelques jours après, quand t'as digéré, en fait, justement. En général, après la ligne d'arrivée, la plupart des gens sont contents, parce que voilà, t'es encore sous l'émotion, t'as encore l'adrénaline de la course, etc. Le lendemain, pareil, et puis en fait, c'est après quelques jours où tu te rends compte que, en fait, je suis en récup, donc je fais plus trop sport, donc j'ai un peu moins ce côté. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu, voilà, le job is done et c'est terminé et c'est fini, et c'est un peu à ce moment-là que vient le blues en général. Toi, c'est l'inverse. C'est pendant 2-3 heures et puis après ça va mieux. Ouais, c'est ça. Et puis, et puis il y a aussi quelque chose d'assez particulier, tu sais, puisqu'on nous remet donc des médailles. Ma médaille est toujours posée sur la table du salon, et puis elle va y rester pendant. Ça dépend. Enfin, ça dépend des épreuves. Et tant qu'elle n'est pas accrochée, je suis pas sorti de l'affaire. Tu vois, et ça dure quelquefois une semaine, enfin selon l'épreuve ça peut durer une semaine, 10 jours, et puis ensuite elle se retrouve accrochée sur mon mur, et ça y est, là je sais que je suis sorti de l'épreuve, quoi. Mais très très rapidement j'ai besoin de m'inscrire ou de m'engager mentalement ou physiquement d'ailleurs sur une autre épreuve, quoi. C'est très j'ai l'impression que je vis toujours très très mal finalement ces arrivées, parce que tout simplement je suis jamais content de moi, quoi. C'est marrant. Et pourtant, tu continues. Enfin, ça fait. Enfin, oui, t'as fait du sport toute ta vie, t'as fait de la compète toute ta vie. Toute ma vie, ouais. Et je continue, et tu vois là, là je vais partir à Marseille-Cassis, donc la semaine prochaine. Ensuite marathon de La Rochelle, et puis après on pourra en parler peut-être plus tard, mais d'autres épreuves auxquelles je vais m'inscrire, quoi. Alors pour remettre dans le contexte quand même, on s'est croisés, je le disais, à l'aéroport de Luxembourg. Toi, tu revenais des championnats du monde Ironman de Nice, et tu allais courir les 100 km de Metz, et tu avais encore d'autres épreuves de prévues. Donc entre Nice et les 100 bornes de Metz, il y avait quoi, une semaine? 4 jours, en 4 jours. 4 jours. Ouais, je suis arrivé le lundi au lodge, parce que j'ai quitté Nice le lundi. Lundi, arrivé au lodge. Mercredi, je prends l'avion. Et puis samedi, je fais les 100 km de Metz. Ouais. Ouais, donc pour ce qui est de se remobiliser, on comprend qu'avec toi, c'est quand même assez rapide, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, 85, donc ton premier triathlon, pas premier Ironman, mais ton premier triathlon longue distance, premier triathlon, on l'a compris, le blues, le Iron Blues, où il te faut quelques heures pour te remettre dedans, après pour commencer à réaliser, et après il se passe quoi? Quand est-ce que tu t'envoies, que tu te projettes sur un autre objectif, une autre course, et ce sera quoi ton Graal d'après? Et alors le Graal d'après, c'est pour moi Embrun. C'est faire Embrun et faire Embrun, et Embrun dans la tête, et je me lève le matin en pensant à Embrun, et je me couche le soir en pensant à Embrun, et en même temps je fais du VTT, je fais plein de VTT parce que parce que j'aime le VTT également, enfin j'aimais le VTT, et puis et donc je me dis faut t'inscrire à Embrun, mais comme je veux pas aller à Embrun uniquement pour faire Embrun,
Embrun, je trouve une course VTT en Suisse qui s'appelle la Cristalp, et je prends ma camionnette, j'avais une Renault 4 F6 auquel j'avais mes vélos, je dormais dedans, et je pars en Suisse faire cette course VTT, une course de 110 km à l'époque, je crois, la Cristalp, et je reviens de cette course VTT pour aller faire Embrun. Parce que pour moi, Embrun, c'était... Alors Nice, effectivement, c'était à l'époque le championnat du monde. Hein. D'ailleurs, j'ai encore la médaille de championnat du monde de Nice, qui est une médaille qui doit faire 2 cm², qui est en espèce de cuir et qui était championnat du monde. Donc, ça représentait quelque chose, les championnats du monde. Mais pour moi, c'était Embrun. Embrun, c'était le Graal, quoi. Alors raconte-nous comment se passe ce premier Embrun qui était déjà en format Ironman. Alors, il n'a jamais été label Ironman, mais il était historiquement déjà format Ironman. Ouais, c'était donc Iacono qui organisait ça, et c'était le format Ironman avec l'Isoar, avec ses 180. Il y avait un peu plus de 180 d'ailleurs, je crois que c'était 185. 91, je crois, non? Ouais, ou 187 peut-être même exactement de vélo, et puis cette partie marathon avec 3% de dénive, quoi, tu vois. Mais et puis une belle natation dans le lac. C'était puis c'était surtout du dénivelé, quoi, tu vois. Moi, la montagne m'a toujours attiré, et donc le fait de monter et de passer à Casse Déserte là-haut, c'était extraordinaire. Ça a toujours été pour moi magnifique, Embrun. Je l'ai fait 5 fois d'ailleurs, Embrun. Ouais, et après ce premier Embrun, pareil, le Iron Blues ou un peu moins. Est-ce que tu étais content de ce que tu avais fait? Oui, content de ce que j'ai fait, parce que l'objectif peut-être c'était de terminer Embrun, quoi. En fait, c'était ça. Tu sais, il y avait un cut-off, fallait arriver en vélo dans les temps, sinon tu repartais pas, ils fermaient la grille. Et c'était terminé. C'était pas spécialement faire une place. Je crois que j'avais fait 70e, je crois, à l'époque. Bon, donc Nice. Embrun, Nice 8 fois, Embrun 5 fois. Tu nous donnes d'autres épreuves mythiques sur lesquelles tu as été, au-delà du Norseman? Swissman, bien sûr, parce que le triptyque, moi, m'a toujours... c'était le triptyque à l'époque, hein, Norseman, Swissman et Celtman. Donc, j'ai fait les 3, quoi. Je suis parti sur les 3, et ça a été la belle aventure. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais que je n'ai pas fait, parce que pour moi, la légende, c'était Norseman, Swissman, Celtman. C'était les 3 là, quoi. Comment tu as réussi à te qualifier pour aller au Norseman? Alors, me qualifier pour le Norseman, c'était normalement un tirage au sort. Moi, j'avais un petit palmarès, quoi. Enfin bon, j'avais fait en 91, j'avais fait le recordman du monde des 24 heures de triathlon. J'avais battu le record. J'étais parti ensuite faire le marathon des sables. J'ai fait une coupe du monde de cyclocross au Luxembourg, là, au Kirchberg, avec les meilleurs cyclocrossman du monde. Donc j'avais un palmarès, et donc j'avais indiqué, j'avais donné tout mon palmarès. Alors je ne sais pas si c'est grâce à ça ou si c'est parce que le tirage au sort avait été effectué. En tout cas, j'ai été sélectionné, quoi. Et combien de fois le Norseman? Une seule fois pour le coup? Ouais, une seule fois. J'ai pas eu envie de rééditer. Je voulais. Moi, mon idée, c'était de faire le triptyque, donc pas spécialement rééditer. Et là, tu vois, je suis pas tenté. Je suis plus tenté par le Norseman, même si ça a été une épreuve magnifique. L'eau était très froide. La veille, il y avait des rorquals qui nageaient dans le fjord. Sauter du bateau, nager, la flotte était très froide. Les conditions étaient dantesques. Donc c'est pas ça qui me rebute, parce que j'ai connu au Népal, sur l'Everest, des conditions climatiques qui étaient vraiment terribles. Donc c'est pas les conditions climatiques, mais j'ai envie de rester sur ce souvenir du triptyque, quoi. Bon, c'est marrant. Il y aurait un truc à creuser, hein, peut-être avec un prépa mental ou un psy, mais 5 fois Embrun, 8 fois Nice, et par contre, une fois le Norseman, où là, pour le coup, il y a quelque chose qui t'a pas attiré, ou au contraire, qui fait que tu es satisfait de ce que tu as fait et tu veux rester sur ce souvenir-là.
Ouais, je veux rester sur le souvenir là, même si tu sais que pour le Norseman, il faut, enfin, tu as le t-shirt noir ou le t-shirt blanc. Moi, j'ai pas eu le t-shirt noir parce que, en fait, ton accompagnateur, ton support peut te provoquer des pénalités s'il se gare mal sur le bord, sur le côté de la route. Enfin, il y a des tas de raisons. Moi, je me suis pris 2 grosses pénalités, une à cause de cela et une seconde parce que il y a eu un incident sur la route et j'ai dépassé la ligne médiane et donc c'était pénalité. Donc du coup, je suis arrivé à 3 minutes du passage pour monter sur le Gostad Open et j'ai été dirigé sur la deuxième boucle qui te permet de finir le marathon. Alors il y a effectivement la déception de ne pas avoir eu le t-shirt noir, mais ouais, peut-être pas envie de recommencer. Non, pas envie de recommencer. Bon, écoute, ça fait un sacré palmarès, beaucoup d'expérience. Donc tu commences le triathlon en 85, on est en 2023, ça fait presque 40 ans que tu fais du triathlon et pas que. Tu nous as dit que pendant un moment tu vivais justement de ton sport et en l'occurrence du triathlon. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistait cette vie de sportif professionnel ? Alors ça a été en fait pour ne rien te cacher, je travaillais plus donc c'était bon, j'avais pas de licence pro bien évidemment, mais ça a été le moment de me dire eh ben écoute, faut choisir ce que tu veux, où tu veux essayer de percer dans le triathlon, ou alors tu fais du triathlon comme tout le monde, ce qui est quand même assez qui est quand même très bien quoi. Et donc mon club me propose de faire le record du monde des 24 heures de triathlon. Je fais ce record-là et je bats ce record-là avec des distances, je sais plus, 21 km de nage, 210 de vélo, 80 à pied. Et après, je me retrouve à signer des autographes, à faire des télés, des téloches, enfin des choses comme ça. Donc, je me dis, ouais, ça y est, faut se lancer. Je me lance et puis je suis invité partout sur des triathlons de région, quoi. Et sur les triathlons de région, je fais pas premier, quoi. Je veux dire, le recordman du monde qui fait 10e sur un triathlon de région, je trouvais que ça l'affichait mal. Donc, je décide de vivre du triathlon. Et je te dis, je déjeune triathlon, je dors triathlon, je fais que ça. Là, je me mets une alimentation correcte, je descends à 56 kilos, je roule tous les jours. Les potes roulaient le samedi et le dimanche parce qu'ils travaillaient pas, et moi le samedi et le dimanche, je voulais me reposer. Enfin, je me suis jamais reposé, mais je m'entraînais tous les jours. Tous les jours j'allais nager, je courais, je roulais en vélo. J'avais 2-3 entraînements par jour que j'accusais bien, hein, d'ailleurs, hein, ça fonctionnait bien, mais l'époque n'était pas favorable au professionnalisme pour des gens comme moi, tu vois. Il y avait que des gens comme Cordier, des gens qui étaient dégagés, des triathlètes qui étaient dégagés comme Serge Lecric, quoi, tu vois, qui était militaire, voilà, qui eux pouvaient vivre du triathlon, quoi. Moi, la messe était dite, quoi. C'était pas possible. Ouais, donc ce que je comprends, c'est qu'à l'époque, tu vivais un peu de ton chômage et tu pratiquais le triathlon, mais t'avais pas un sponsor, t'avais pas un club, t'avais pas une fédération, t'avais pas une organisation comme la police, l'armée ou autre qui te permettait de te financer un minimum pour pouvoir vivre de ton sport. Voilà, non, pas du tout. J'ai eu des sponsors, hein. Bon, je pourrais citer toutes les marques, mais je sais pas si ça peut se faire, mais ouais, j'ai eu en vélo, j'ai eu Cannondale, j'ai eu Ferraroli, j'ai eu Trek, et puis tous les équipementiers, ça j'avais, si tu veux. Mais les sponsors, c'était facile pour eux de donner du matos, mais donner de l'argent, c'était plus compliqué, quoi. C'était plus compliqué, donc c'était con. Ouais. Moi, je te rassure, ça n'a pas changé.
Alors c'est marrant, tu parles des 24 heures triathlon. On a eu il y a quelques semaines aussi à ce micro Pascal Piche, que tu dois connaître certainement, qui a aussi des records en 24 heures, en multiples décas de centaines de triathlons Ironman. Une autre belle personnalité aussi. Ouais, tout à fait. Je suis de temps en temps ce qu'il fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant et j'ai toujours pour habitude de dire que en fait c'est pas continuer. Si tu veux continuer, ça t'évite de vieillir. Tu vois. Tu vieillis pas parce que t'arrêtes, mais voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut garder constamment le pied à l'étrier en permanence. Ça, c'est important. Et Pascal Piche, c'est exactement ça, quoi. Je veux dire, il est pas prêt d'arrêter. Et je souhaite de pas arrêter. Ceci dit, j'ai vu que Yves Tabaran a décidé de couper. Ça y est, il arrête le triathlon, en tout cas l'Ironman. Ouais, certainement qu'il arrêtera pas la pratique par ailleurs. Mais bon, écoute. Donc tu nous dis, pour toi, le secret de la jeunesse finalement, c'est de pas arrêter. Toi, ça fait 40 ans que t'arrêtes pas. En tout cas, le triathlon. Avant, tu faisais autre chose. Et c'est quoi ton secret justement pour ne pas arrêter? T'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de boulot. Comment tu fais pour ne pas arrêter, Eddy? Partage-nous ça. Alors, je n'ai pas de femme. Si, j'en ai eu beaucoup trop d'ailleurs. J'en ai eu beaucoup trop. Bah oui, parce que c'était ton entraînement pour la course à pied. Tu courais après les femmes, c'est ce que tu nous disais. Voilà, non, mais les femmes m'ont coûté beaucoup trop cher. Je me suis pas marié une multitude de fois parce que je crois en cette sacro-sainte famille, si tu veux, et je suis un adepte du mariage. Donc chaque fois, je voulais me marier, chaque fois, je voulais fonder des familles, mais à chaque fois, mon esprit était ailleurs et puis était dans le sport, dans le triathlon, j'avais que ça, donc ça collait pas. J'ai eu des aventures avec des athlètes femmes, en tout cas une que je ne citerai pas, je ne veux pas la citer, mais de très 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 haut niveau, qui était championne du monde. Et tu vois, même là, ça n'a pas marché. J'ai eu des femmes qui ne faisaient pas de sport et ça ne marchait pas. Donc pourquoi est-ce que je continue? Ça, ce serait peut-être assez intéressant, mais je laisse la réponse à mon psychiatre. je te la donnerai pas, même si j'ai des pistes, tu sais. Je me souviens lors du recordman du monde, il y avait des journalistes, il y avait il y avait un petit peu tout le monde, quoi. Et il y a un journaliste en direct qui me pose la question et qui me dit mais pourquoi vous faites ça? Et naturellement, je lui dis, parce que tu sais, j'ai une cassette enregistrée, naturellement, je lui dis, eh bien, c'est pour avoir une identité. Et en fait, je crois, en tout cas, pour ma part, mon cas, alors ça relève peut-être de la psychiatrie ou de la psychanalyse, mais que je n'existais pas, tu vois, mais ça remonte à des conditions d'enfance un peu compliquées, mais que je n'existais pas, que je n'avais pas de statut ni rien, et que là, je représentais quelque chose, j'avais un statut, tu vois. Et je crois que je suis toujours pas sorti de ça. J'ai rien à prouver à personne, j'ai plus rien à prouver moi, mais ou alors me prouver à moi-même et uniquement à moi-même. Et c'est pour ça que je ne décrocherai pas. Il est hors de question que je décroche. Faut qu'on se revoie, il faut qu'on parle tous les deux. Mais en privé, je pourrais te raconter mon enfance et je crois que, tu sais, en fait, chez les acteurs, chez ces gens-là, il y a beaucoup de timidité. Et pour combattre justement cette timidité, ils font de la scène, ils font du théâtre, des films, enfin des choses comme ça. Et chez le sportif, il y a, je crois, une espèce de, peut-être pas chez tous, mais une espèce de flagellation, quoi. Je pense que la douleur physique, parce que on va quand même pas se cacher derrière le petit doigt, il y a de la douleur physique. Cette douleur physique, elle alimente nos problèmes psychiatriques, j'allais dire. Est-ce que tu dirais que justement, en tout cas de l'analyse que tu en fais, cette douleur physique, elle
elle va soulager un petit peu ta douleur mentale, ta douleur psychique, agir un peu comme je sais pas, comme certaines personnes qui se scarifient par exemple. Ouais, mais non, mais je crois réellement que le fait dans la souffrance, c'est un pansement moral. Le fait d'être dans la souffrance, c'est essayer d'édulcorer un petit peu cette souffrance mentale. Moi, je crois sincèrement que je souffre mentalement, je crois. Alors, effectivement, ça se traduit sans doute par pas mal de choses, puisque j'écris beaucoup. Donc, je fais du sport. Enfin, j'ai besoin à chaque fois de me torturer, si tu veux, pour me sentir vivant. Je crois que c'est ça, en définitive. Mais c'est vrai que y a le corps, enfin, quand tu sais, on dit ça notamment pour l'accouchement des femmes qui peut être parfois très douloureux. On leur dit, on va aller appuyer sur certains points d'acupuncture pour justement te faire penser à autre chose en fait. Tu vois, c'est un peu, fais-moi mal ici, comme ça j'oublierai que j'ai mal de l'autre côté, quoi, tu vois. Je pense que c'est un petit peu ce côté-là. Et en même temps, je pense que si on sort un petit peu de notre petite bulle là, de triathlète, les gens un peu plus lambda auront tendance à dire qu'on a tous un petit problème parce que pour faire ce genre de truc, pour faire ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas normaux et que voilà. Bon, après, est-ce que c'est nous qui sommes pas normaux, est-ce que c'est eux? Voilà, le débat est ouvert, mais mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a entendu ce genre de choses. Ouais. Non, mais en réalité, si tu veux, je crois que chacun cherche le moyen d'exister. Moi, je cherche le moyen d'exister au travers exister pour moi-même, hein, avant tout. Je te dis, bien sûr que quand j'étais jeune, je cherchais à exister face aux yeux du monde, mais maintenant plus. Mais le moyen d'exister, moi, se traduit par le sport, se traduit par l'écriture, se traduit par la musique. Tu vois, là, devant moi, j'ai mon sax. J'ai ma guitare. En dessous de ma table du salon, j'écris deux bouquins. Donc, l'Hippocampe des montagnes et puis le second qui s'appelle Les rickshaws ne verront plus Monkey Temple. C'est des livres sur le Népal. J'ai besoin de tout ça pour exister. J'ai besoin de faire des choses pour exister, en fait. Mais c'est vrai que il y a rien à faire. Hein. C'est comme ça que tu te sens vivant aussi, parce que c'est des choses que tu les fais. C'est des choses que tu fais avec le cœur aussi, tu vois. Quand tu le sens, c'est un truc, c'est ancré en toi. J'ai besoin d'être à l'air libre, j'ai besoin d'être en mouvement, de courir, de rouler, de nager, peu importe. Mais voilà, c'est un truc, j'ai besoin de ça. Et bon, il y a d'autres personnes, effectivement, ce sera plutôt l'expression artistique. Voilà, mais c'est des choses, effectivement, qui sont, je pense, fort ancrées en nous. Et autant on peut avoir tendance à avoir des métiers de plus en plus, intellectuels et très rationnels. Je pense qu'il y a des choses aussi qui sont intuitives, ça fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi parce que, bon, moi je travaille beaucoup dans tout ce qui est sensibilisation aux enjeux climatiques, etc., la décarbonation de l'économie. Et souvent dans les ateliers de sensibilisation que je fais, il y a une question que je pose en début de workshop, c'est quelle était votre pépite de la semaine, le moment qui vous a rendu heureux, c'était quoi? Et puis on fait tout un workshop de 1, 2, 3 heures, bon ça dépend. Et souvent à la fin justement du workshop, je reviens là-dessus et je leur dis en fait la transition, la décarbonation, c'est revenir finalement à des activités plus simples. À faire des choses, juste avoir une vie plus simple en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire plus de sport, ça veut dire passer plus de temps avec sa famille, ça veut dire faire plus de choses manuelles, ça veut dire c'est revenir un petit peu à ça. Parce que je pense que c'est des choses qu'on faisait davantage il y a quelques générations. Et à chaque fois, je reviens aussi sur l'exemple que les gens m'ont donné en début d'atelier, c'est souvenez-vous votre pépite de la semaine. Pour la très grande majorité d'entre vous, c'était que des choses bas carbone et c'était des choses simples. C'était quoi? C'était me balader avec mon chien, voir le lever du soleil, passer un moment avec des amis, avec mes enfants, aller faire du sport, faire de la musique, danser, chanter. Enfin voilà, c'est ça qui te rend fondamentalement heureux. Donc ça a du sens.
Oui, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Enfin, moi, je résume en une phrase, c'est le retour aux sources, tout simplement. Tu vois, moi, C'est ça. voilà, moi, j'ai ma voiture, j'ai une voiture, hein, mais quand je descends au village, ben, j'y vais en vélo, quoi. Tu vois, enfin, j'ai 3 kilomètres pour aller au village, mais j'y vais à vélo. Ouais. Et ouais, je me sens bien quand je fais des choses simples, tu vois. J'ai 2 poissons rouges, ben, je me sens bien quand le matin je me lève et que je les nourris. Mes 2 poissons rouges s'appellent Jackie et Michel. C'est juste une plaisanterie, mais c'est vrai, ça s'appelle Jackie et Michel. Et je me sens bien quand je les nourris et quand je vais dans mon potager pour regarder si les choses poussent, si mes tomates rougissent, tu vois. Enfin, ouais, Ah, moi, c'est bon, c'est un des meilleurs moments de ma journée, hein, quand je vais voir si mes tomates comment est-ce elles ont évolué depuis la veille, est-ce qu'il y en a une que je vais pouvoir cueillir ou pas. Vraiment, c'est un de mes meilleurs moments de la journée. Et effectivement, c'est des choses simples qu'on retrouve évidemment dans le sport, quoi. ouais, le retour aux sources. Ouais, ouais, tout à fait. Retour aux Ouais. sources. Tu nous disais que ta douleur physique te permet de te libérer de ta douleur mentale. Pourtant, parfois, et notamment sur de l'ultra, sur de la longue distance, sur de l'Ironman, quand tu arrives au marathon, que tu es au 20e, au 30e, que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de jambes, que tu es en manque de sucre, que tu es déshydraté, tu souffres véritablement physiquement. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on va rechercher les ressources dans le mental. Comment tu fais, toi, pour que la douleur physique libère ta douleur mentale, mais qu'en même temps, ce soit ta douleur mentale qui te permette de libérer ta douleur physique? Qui de l'a fait de la poule, hein? Alors écoute, moi c'est assez simple. J'ai eu une compagne extraordinaire que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Et du Seltman, en fait, j'étais très mal, je ne pouvais pas m'habiller, il faisait froid, crevait, j'étais en cours et donc, tu sais, il faut ton support, elle était mon support. Et quand je marchais, elle me disait, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vomis, tu fais ce que tu veux, mais tu cours. Et quand là je fais, tu vois, quand je fais une course, là, quand je fais un iron ou quoi que ce soit, que je suis vraiment dans le dur, je pense à ce qu'elle me dit. Elle me disait, voilà, elle disait pas tu vomis, elle disait tu dégueules. Elle disait mais tu continues à courir, voilà, t'as pas mal. T'as pas mal. Et lorsque j'étais coach natation, tu sais, j'ai eu des nageurs de très haut niveau. Je leur disais, n'oubliez jamais, la douleur n'est qu'une information. Et voilà, et c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis quand je suis dans le dur. J'ai aussi un autre regard. J'ai eu une fille qui était une très très bonne nageuse, hein, qui était une nageuse de haut niveau, Lison. Et lors d'une sélection elle était jeune, hein, une sélection pour la Comène, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voilà, j'essaie toujours d'expliquer avec des métaphores. Ça fonctionnait bien avec elle. Et je lui dis, tu vas prendre un marteau dans ta main droite, tu vas poser ta main gauche sur la table. Tu vas donner un coup de marteau sur le pouce et tu vas voir, ça va te faire mal. Mais comme toi, tu es tanké et puis tu as un gros mental, tu vas te donner un coup sur l'index. Ça va te faire mal aussi encore et tu vas dire, oh maman, qu'est-ce que j'ai mal. Et puis un coup sur le majeur et puis un coup sur l'annulaire. Et il reste le petit doigt. Et là, le petit doigt, j'ai vraiment très mal, quoi. Mes doigts sont rouges, mes ongles sont bleus. Non, je ferai pas le petit doigt. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, tu as souffert 4 fois. Et le dernier petit coup qu'il fallait donner sur l'auriculaire, tu l'as pas donné. Donc tu t'es donné 4 coups pour rien, en réalité. Donc c'est exactement ça. Mais attends, Adi, c'était quoi le but de donner 5 coups de marteau sur chacun de tes doigts? Eh ben, le but, c'était de comprendre que tu es capable de souffrir pendant quelques épreuves, un nombre de fois, et que la dernière épreuve qui te permet de monter sur la boîte, qui te permet de finir ta course, tu ne le fais pas. Et à ce moment-là, où tu es dans l'abandon, où tu es dans le confin du classement. Et c'est ce que je me dis en triathlon, c'est que quand tu nages et que ça bastonne, hein, quand c'est dans la machine à laver, que ça bastonne vraiment, quoi, y vas, tu bois de l'eau, tu vas,
ça fait quand même mal. Tu montes sur le vélo, ça part, tu es tout de suite à 170 pulses, tu as mal aux cuisses, après tu te dis ouais, ça va aller mieux, c'est ça, mais bon, ça va pas mieux, tu te casses la figure, tu tombes, tu remontes sur le vélo parce que le vélo n'est pas cassé, mais tu as mal, tu saignes, et tu sais comme moi que les chutes en vélo, c'est toujours assez impressionnant, mais que les cyclistes, on repart tout le temps. Et puis tu arrives à la course à pied, ça marche pas, et puis tu passes 10 km, 15 km, 20 km, et puis tu arrives au 25e kilomètre et tu vomis parce que tu es quasi hypo, et puis tu arrêtes, tu dis non, j'en peux plus. Et en fait, tu as fait tout ça, tu as fait la natation, tu as souffert, le vélo où tu es tombé, les débuts de course à pied, et puis tu arrêtes à 25 bornes, quoi. Non, tu dégueules, mais tu vas au bout. Et c'est ce dernier petit coup de marteau sur l'auriculaire, tu vois, qui te fait aller au bout, et il faut avoir juste le courage de le faire. C'est tout, c'est ça. Mais ça tu l'as pas vraiment fait faire, le coup de marteau, rassure-moi. Non, bien évidemment. Okay. C'était juste une métaphore. C'était une métaphore. Non, je sais pas jusqu'à quel point. Non, mais comme t'es fort dans ton délire, tu vois, je me dis jusqu'à quel point est-ce qu'il a poussé le truc, quoi. Mais ok, d'accord. Mais tu sais, c'est aussi comme mes tatouages. Tu sais, je suis tatoué. Tout mon dos est tatoué. Okay. Ma face est tatouée. Enfin, puis les faces sont tatouées. Et quand je fais mes tatouages au Népal, moi, j'ai pas trop de temps. Je le fais sur mes retours quand je pars 4 semaines, 5 semaines. Je le fais juste sur le retour avant de prendre l'avion. Et donc, le tatouage dure 7, 8 heures. Et c'est vrai qu'on pourrait faire d'abord tous les contours, tu vois, faire un peu les ombres, les choses comme ça, la couleur un petit peu, et dire je le finirai plus tard. Non, tu vas au bout de ta douleur et tu finis la chose. Il faut toujours finir les choses, en fait. Si jamais vous découvrez ce podcast et que vous commencez par cet épisode, ne commencez pas par cet épisode pour les néo-triathlètes. Réservez-le pour un petit peu plus tard parce que vous êtes peut-être pas prêts. Ouais, mais pensez quand même toujours que il faut aller au bout. Il faut toujours toujours aller au bout des choses, quoi. Il doit y avoir un point final, que ce soit sur une course. Là, tu vois, sur mon premier livre que j'écris, si tant est qu'on puisse le définir comme un livre, je n'arrive pas à faire la conclusion. Je n'arrive pas à faire la conclusion parce que faire la conclusion, c'est mettre un point au bout de la phrase. Et moi, je n'arrive pas à mettre des points au bout de la phrase parce que ça veut dire que j'arrête. Donc, j'y arrive pas, quoi. Là, en l'occurrence, c'est comme ça. Tu dis, il faut toujours aller jusqu'au bout. Certes, maintenant... Il faut savoir raison garder, hein. Attention. Voilà, je veux dire, il y a des moments, je pense que faut... Et c'est pas toujours facile de le trouver aussi, ce moment, et d'avoir cette lucidité de savoir, ok, en fait, là, il vaut mieux que je fasse un pas de côté parce qu'en fait, je vais me faire du mal et que j'aurai potentiellement des séquelles derrière. Parce que ça peut arriver aussi, tu vois, il y a des moments, voilà, donc il y a quand même des moments où, sinon, c'est quand même plus sage, il vaut mieux arrêter. Mais c'est pas facile tu vois, quand soit des événements très longs, où t'as plus suffisamment de lucidité, soit parce que voilà, t'as une blessure et que tu sais que en fait tu te blesses, je sais pas, tu te fais une tendinite, un essuie-glace ou je sais pas quoi, une micro-fracture à 15 km de ton marathon, tu vas pas courir le reste dessus, quoi, tu vois. Ouais, non, mais oui, il faut mettre tout ça entre parenthèses. Mettre le clignotant, c'est quelquefois bien raisonnable. Quelquefois, effectivement, il faut le mettre, mais en ayant la lucidité de ce qui se passe. Quand un médecin de course qui te dit monsieur, il faut arrêter, c'est tout, il faut écouter le médecin de course parce que la volonté peut être aussi destructrice. Bien évidemment. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et toi, du coup, vu que t'es très fort dans cet esprit, la douleur est une information, tu sais pas faire. Donc, du coup, tu te blesses, Alors, moi, je suis jamais blessé.
Comment tu fais? Alors, ouais. Alors, j'ai eu quelques blessures. J'ai fait un syndrome d'éloge sur le 100 km de Belvès. J'ai eu là un problème d'un sciatique du poplité externe. Enfin bon, c'est à cause d'un accident, mais ouais, je suis pas blessé. Mais ça, je pense que en fait, c'est pas grâce à moi. Hein, c'est génétique, quoi. Tu vois, tu as des gens qui se blessent tout seuls, enfin qui se blessent parce que leur corps dit stop, parce que oui, voilà, génétiquement, ils sont programmés jusqu'à un certain niveau. Moi, j'ai pas de blessure. Ce qui explique aussi probablement pourquoi est-ce que t'es aussi actif, tu prévois aussi peu de récup entre deux trucs, entre des courses qui sont quand même parfois assez conséquentes. Donc, Ouais, oui, sans doute. c'est pas donné à tout le monde. Non, mais effectivement, c'est une chance. Oui, c'est une chance. On va le définir comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai une guêpe là qui est entrée dans la maison. Puis alors, si je me fais piquer, là, par contre, je suis très mal parce que tu sais, je fais des œdèmes de Coinck, en fait, avec je sais pas si tu sais, enfin bon, voilà, en tout cas, une guêpe qui me pique, pour moi, c'est dramatique. J'ai des stylos d'adrénaline pour éviter de finir aux urgences. Mon épouse est pareil, il suffit juste que la guêpe effrôle sa peau. Elle a même pas besoin de se faire piquer, juste que la guêpe effrôle sa peau et elle commence à faire des œdèmes. Et d'ailleurs, c'est un truc, en compétition, ça arrive que tu te fasses piquer par des bestioles, par des guêpes ou autres. Ça t'est déjà arrivé justement d'être obligé de mettre le clignotant parce que tu étais en train de faire un œdème? Eh ben, figure-toi que je fais au Pays Basque la course de la Rune et où je fais d'ailleurs, franchement, je suis pas mal. Bon, je monte pas sur la boîte puisque je fais 4e. J'arrive à la fin de la course. Je me fais piquer par une guêpe à l'annulaire de la main gauche. Et puis c'est monté presque jusqu'à l'épaule, enfin jusque le coude. C'était gros comme j'avais l'impression, mon avant-bras était comme ma cuisse. Et donc là, ouais, j'ai fini aux urgences et ça a failli très mal se passer, quoi. Mais t'as fini la course quand même. Mais j'ai fini la course, ouais. Oui, j'ai fini la course. À l'annulaire, hein, donc c'était le dernier petit coup de marteau qu'il fallait mettre. Tu l'as pris et après t'as fini la course, c'est ça? C'est ça. Eddy, tu disais tout à l'heure que avant de faire du triathlon, ou en tout cas quand tu débutais dans le triathlon, tu étais petit et gros. Bon, t'as peut-être pas. T'avais déjà 27 ans, donc je pense pas que t'aies grandi énormément depuis, mais t'es peut-être un petit peu plus fit qu'avant. Mais t'as aussi dit, j'avais pas confiance en moi. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu vis encore aujourd'hui, ou bien est-ce que justement, avec le triathlon, avec les sports d'endurance, etc., avec tous tes challenges un peu dingues, t'as gagné confiance en toi? Alors, tout ce que j'ai fait, principalement le triathlon, parce que c'est quand même ça qui a été enfin, qui est toujours le plus gros morceau j'allais dire, de ma carrière, ça m'a renforcé, en fait. C'est-à-dire que quand je me regarde dans un miroir, si tu veux, je vois quelqu'un maintenant. C'est pas transparent, contrairement à ma jeunesse où effectivement le manque de confiance, la transparence, le sentiment de servir à rien ou de n'être rien. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que, enfin non, ça me fait pas rigoler, mais ça me fait penser que j'écrivais toujours mon prénom Eddy avec un Y. Quand mon prénom ne s'écrit pas avec un Y, en réalité, il s'écrit IE. Et donc, tu vois, il y avait déjà une espèce de refus de ma personnalité, en réalité, donc dans l'écriture de ce prénom. Maintenant, si je n'ai toujours pas spécialement confiance en moi, je me suis véritablement renforcé. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir un œil sur moi-même, un œil, j'allais dire protecteur, et puis un œil, comment dirais-je, un œil critique ou un œil bienveillant. Ouais, voilà, bienveillant et de valeur. Et de valeur. Alors, avoir confiance en soi, personne
personne n'a totalement confiance en soi, ou alors on est sur une autre planète, quoi. Tu vois, on est toujours dans le doute de quelque chose. Par exemple, il y a une phrase et des mots que je refuse complètement, c'est la certitude. Longtemps, dans ma jeunesse, j'ai toujours dit, oui, je suis certain, quand il se passait quelque chose, ouais, je suis certain de l'avoir fait, oui, je suis certain de cette couleur, oui, je suis certain de ceci. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, si tu veux vivre correctement, il faut jamais être certain. Il faut toujours laisser la place au doute. Et la place au doute, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est le manque de confiance dans ce qu'on peut dire, ce qui n'est pas forcément un défaut, hein, ne pas avoir confiance. C'est simplement se mettre en doute et permettre d'avoir une vision beaucoup plus large sur ce qu'on croit et sur ce qu'on pense. Et ça, j'allais dire, c'est ma construction désormais, quoi. Ça devient très philosophique, mais tu es athlète de haut niveau, tu prends le départ. Est-ce que tu peux vraiment, est-ce que c'est vraiment le mindset dont tu as besoin pour faire ta course, de dire je laisse place à l'incertitude, on verra bien, ou est-ce qu'au contraire tu dois te dire non, moi cette course je la gagne, peu importe comment, mais je la gagne, quoi. Non, je dirais, ouais, cette course, j'y vais pour la gagner. Tu vois, je dis pas je la gagne, parce que justement ce serait être dans la certitude. Mais par contre, je dirais j'y vais pour la gagner. Mais je pense qu'il y a des athlètes qui sont comme ça. Des athlètes, qu'on parle du triathlon, ou je sais pas, un combat de boxe, ou un match de foot, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a des gens qui se mettent mentalement, ils se mettent là-dedans, tu vois. Ils se disent, je suis certain. Ou même un chrono, tu vois, ça pourrait être un chrono. Je vais faire moins de 5 heures sur le semi, moins de 4 heures sur le semi. Voilà, je suis certain, j'ai confiance en moi, je vais le faire. Je me laisse pas le choix, quoi. Ouais, mais tu te rends compte la gamelle quand tu réussis pas, quand tu atteins l'objectif. Ah ouais, bien sûr. Et ça fait mal la tronche. Que quand tu dis, c'est plus dur à gérer. Ouais, plus dur. Mais par contre, quand tu dis, ouais, j'y vais pour faire moins de 5 heures, j'y vais pour gagner, mais je suis pas certain de gagner. Eh ben, ça te laisse un peu de latitude, quoi, tu vois. Ça te permet, quand tu sors de l'eau et que t'es pas dans les premiers, de dire, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. À vélo, à pied, je vais essayer de me refaire la cerise. Tu vois, et ouais, l'incertitude. Je pense que ce qui protège, c'est l'incertitude. Par contre, tu vas pour monter sur la boîte, quoi. Tu vas pour monter sur la boîte. C'est ce que je croyais et c'est ce que je voulais vraiment faire pour Nice. Moi, pour les championnats du monde, j'ai eu une quantité d'entraînement énorme puisque je m'entraînais 2-3 fois par jour, hein, tous les jours depuis le mois de janvier. Et puis je me suis dit que si je rentrais dans le top 10, ce serait bien. Mais enfin, j'y allais pour la boîte. C'était vraiment pour la boîte. Et puis voilà, je fais le top 10. Je dirais que je suis pas déçu parce que je refuse d'être déçu, parce que je refuse de refaire le match, parce que parce que ça a été une belle aventure, mais ouais, je me suis fait avoir, quoi. Je me suis simplement fait avoir. Écoute, ça fait partie des incertitudes qu'il faut garder et qui justement t'ont permis de pas prolonger ton Iron Blues. Bon, après 4 jours après, tu avais les 100 km de Metz. Comment ça s'est passé d'ailleurs, les 100 km de Metz? Plutôt pas mal puisque je gagne dans ma catégorie, donc je me dis que c'est pas mal. J'étais parti, en fait je me suis dit franchement ça va être chaud, donc vas-y, tu cours jusqu'au 50e kilomètre et puis au 50e tu dérouleras tranquille, peinard, et puis ça se passe bien jusqu'au 50e et puis je continue, puis je finis correctement, puis je finis heureux, content. Le 100 km de Metz, c'est une très belle épreuve qui est super bien organisée sur une boucle de 4 km. Et on revoit les mêmes personnes au ravitaillement. Il n'y a qu'un seul poste. Et ouais, non, c'était très heureux. Franchement, c'était très heureux. Et je finis donc très heureux. Franchement, je suis content, quoi. Bon, du coup, là, tu n'as pas besoin de refaire le match? Non, là, je ne refais pas le match. Non, donc, en fait, tu refais le match que quand tu ne fais pas un podium? Ouais. En fait, je suis un éternel insatisfait. Alors... Donc, on l'aura compris, cette année 2023, tu étais au championnat du monde Ironman à Nice. Tu fais un top 10. Une semaine après, tu gagnes dans ta catégorie d'âge les 100 km de Metz. Donc, autre épreuve, mais pas loin de la même durée d'épreuve. Qu'est-ce que tu as mis au programme pour la suite? Alors, on rappelle ton âge quand même, Eddy. Hein,
On rappelle ton âge ? Non, on oublie. Non, on repart au début de l'épisode, comme ça on le réécoute, c'est pas plus mal. Ouais, donc j'ai 65 ans et je m'appelle Eddy avec un IE à la fin et non pas un Y. Ouais, la semaine prochaine, Marseille-Cassis. Parce que j'aime beaucoup, j'aime bien cette épreuve, même si elle a changé un peu. On n'arrive plus sur le port maintenant, hein, on arrive près de la gare à Cassis, donc c'est moins heureux, j'allais dire. Mais bon, j'aime bien cette épreuve. Et puis je vais avec un pote que j'adore beaucoup, mon frère de cœur. Et puis ensuite, je reviens et je pars à La Rochelle. Je vais faire le marathon de La Rochelle, bon, pour finir l'année. Et ensuite, ça va donc début mars, marathon de Barcelone, ensuite marathon de Paris. Ensuite, je vais repartir à Hambourg au mois de juin et pour l'Ironman d'Hambourg. Et puis, sans doute Cascais en octobre. Et entre les deux, il va y avoir un autre marathon. Et ensuite, en décembre, la Saint-Élion. Pour refaire la Saint-Élion, parce que je crois que c'est le 50e ou 60e anniversaire. Enfin, c'est une date un peu particulière, donc je retourne à Saint-Élion. Attends, j'ai pas entendu Hawaï là-dedans. Alors, Hawaï, c'est particulier parce que ça coûte cher et puis tu sais les retraites en France c'est quand même pas terrible, donc là il faut que je fasse un prêt à la consommation pour faire Hawaï, donc ça se décidera vraiment à Hambourg. À Hambourg, si je fais le slot, ben ouais, on verra bien, on verra. En fait, en réalité, si tu veux, j'ai prévu Hawaï. Enfin, j'ai prévu des dossiers de sponsoring un peu particuliers, dans le sens où je vais créer des contrats de sponsoring qu'à condition d'être qualifié. Ce qui permet, si tu veux, aux sponsors de se désengager, contrairement au fait au 1er janvier de récolter une somme d'argent qui permet de faire Hawaï. Je ne suis pas qualifié et cette somme d'argent est pour moi. Ben non, ce sera uniquement s'il y a la qualif que l'argent sera débloqué, quoi. Et tiens, Eddy, avec tout ce que tu fais, tu es quand même pas mal actif. En termes de volume d'entraînement, ça donne quoi en heures ou en kilomètres ? Eh ben, écoute, avec 40 ans de foncier derrière. Avec 40 ans de foncier derrière. Eh bien, écoute, là, pour Nice, j'étais à 12 000 km de vélo, 2200 à pied et pas beaucoup de nage, en fait. Je vais être à 140 de nage. C'est-à-dire que je suis en gros, en moyenne, à 30 heures d'entraînement semaine. Ouais, beau volume à 65 ans, c'est mémorable, je trouve. Du coup, tu nous as donné ton programme pour la fin 2023, pour l'année 2024, mais si tu regardes à plus long terme, tu nous disais en début d'épisode que la clé de la jeunesse, c'est de pas s'arrêter. Toi, tu veux rester sur le vélo pour reprendre une phrase qu'on attribue à Einstein. La vie, c'est comme le vélo, tu tombes quand tu t'arrêtes de pédaler. C'est exactement ça. Faut continuer de pédaler pour avancer. Ouais. Quand est-ce que tu prévois d'arrêter de pédaler ? Jamais, en fait. En fait, non, pas du tout. Je prévois pas. Et j'avais pour objectif, tu sais, alors moi j'ai pas d'idole. Et Dieu sait que je me souviens dans le parc à vélo à Nice. La veille, on mangeait dans une espèce de gymnase et puis il y avait les Français qui étaient là, qui n'étaient pas très loquaces, qui disaient pas spécialement bonjour. Enfin, c'était un peu compliqué, mais bon, sans doute la pression face aux Américains. Et puis il y avait Mark Allen et Mark Allen, je lui avais dit bonjour. Sans pour cela que ce soit un idole, tu vois, je suis pas d'idole moi. Et le lendemain ou le surlendemain, on est dans le parc à vélo, je suis près de mon vélo, Mark Allen passe à côté de moi, il s'arrête et il me dit bonjour. Et je critique pas Yves Cordier, c'est un mec très bien, quoi.
Mais je sais qu'Yves Cordier n'est jamais venu me dire bonjour. Pourtant, moi, je suis allé lui dire bonjour plusieurs fois. Et là, ce Marc Allen, quoi, qui passe à côté de moi, qui était quand même le champion du monde, quoi, l'athlète ultime, il s'arrête pour me dire bonjour. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire, quoi. Et toi, tu veux finir comme Marc Allen. Tu veux ne jamais t'arrêter de pédaler et continuer à dire bonjour à tous les concurrents que tu croises sur les compétitions. Voilà, moi, je veux mourir sur scène. Eddie Molière. Ouais, Eddie Molière. Eddie, pour finir l'épisode, on a une tradition, c'est qu'on demande à notre invité comment, à ton avis, devenir triathlète. Toi qui es triathlète depuis plus de 40 ans, qui ne veut pas t'arrêter, qui veut mourir sur scène ou sur la selle, comment devenir triathlète, Eddie ? Alors, je crois qu'on devient triathlète, non pas physiquement, on devient triathlète dans sa tête. On devient triathlète parce que non pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on le rêve. Et tu sais qu'il faut vivre ses rêves, il faut pas rêver sa vie. Et si demain, moi j'ai toujours voulu que ma fille soit triathlète parce que c'était une très très bonne nageuse, qu'elle courait bien et donc elle avait juste un petit peu de vélo à faire et ça n'a jamais fonctionné parce que dans sa tête elle voulait pas être triathlète. Alors on peut être un petit gros, on peut être un petit moche, on peut être petit, on peut être trop grand ou être ou boité enfin je sais pas, mais à partir du moment où dans sa tête on aura l'envie d'être triathlète, eh bien on le deviendra et on mettra tout de son côté pour le devenir. Waouh, ben écoute, c'est une belle conclusion. Eddie, si on veut continuer à suivre tes aventures, si on veut savoir sur quelle course on peut te croiser pour éventuellement venir te dire bonjour, ça se passe où ? Est-ce qu'on peut te suivre sur des réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs ? Est-ce qu'on peut trouver tes livres ? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour rester en contact avec toi, Eddie ? Écoute, sur Facebook, on peut me demander. J'ai aussi maintenant un Snap. Ouais, je suis jeune, j'ai un Snap. Et puis voilà. Et puis sinon, ouais, on peut me demander comme ami. Et puis il y a vraiment aucun problème. Et même si on veut des plans d'entraînement, natation, parce que je te dis, j'étais coach natation avec vraiment des sportifs de haut niveau qui ont été champions de France. Et bien, moi, je suis prêt à donner des conseils. J'ai tous mes entraînements qui sont encore je dois avoir au moins 6 cahiers d'entraînement, et que ce soit à vélo, en course à pied ou en natation, ou même en ski nautique ou en ski. Je suis prêt à offrir tous mes entraînements. Je le note. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices l'auront noté. Si vous voulez rentrer en contact avec Eddie, soit vous allez sur les réseaux, soit vous nous contactez et nous on se fera un plaisir de transmettre le message. Et puis je le garde aussi pour moi. Tu sais que j'ai quelques velléités sportives aussi et je veux pas m'arrêter là. Il faut juste que j'arrive à transformer l'essai. Donc restons en contact, mon cher Eddie. Et je te rappelle mon adresse eddy.kern@live.fr. Et puis c'est tu m'écris et tu me joins quand tu veux. Et puis surtout, si vous passez chez moi, n'hésitez pas, on ira faire du kayak en bas et on ira en montagne voir les isards. Super. Écoute, merci beaucoup Eddie. On te souhaite une bonne continuation. Et puis Olivier, on se reparle la semaine prochaine. Yes, merci Eddie pour un très chouette épisode. On est rentré, c'était profond en tout cas. Donc voilà, on est rentré dans ton intimité. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous et Hermano et chers auditeurs, auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci pour tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.